Sciences et Vie aujourd'hui va s'intéresser à la littérature. Et pour cette littérature de ce jour, nous avons pour thème aujourd'hui Derniers mots et dernières images de Jean-Pierre Tchister-Tchikaya, un livre écrit par l'écrivain Anatole Colinet Makosso. Avec lui, nous allons regarder les contours de ce livre et quelles sont les motivations qui l'ont poussé à écrire ce livre. Monsieur Anatole Colinet Makosso est le directeur de cabinet de Madame Antoinette Sassou Nguesso, mais ici, nous le recevons vêtu de sa veste d'écrivain. Monsieur le directeur de cabinet, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que la présentation faite est complète? Oh, sur Jean-Pierre, sur l'homme. Sur vous? À la présentation, oui. Je dis aussi que sur le plan culturel, je suis directeur exécutif du cabinet GeoEcoStrapol. GeoEcoStrapol, c'est un cabinet d'analyse géopolitique, géoéconomique et géostratégique. Et je suis auteur de différentes publications, peut-être pas écrivain, mais je suis auteur de différentes publications. Et c'est dans le cadre du cabinet GeoEcoStrapol que nous avons voulu produire ce document que nous mettons à la disposition du public sur les derniers mots, dernières images. Derniers mots, dernières images. D'où vous est-il venu l'inspiration de ce livre? L'inspiration m'est venue de la nouvelle que j'ai reçue, Jean-Pierre Tchister-Tchikaya, du décès de Jean-Pierre Tchister-Tchikaya. Et je me suis dit que, me rappelant les moments que nous avons passés ensemble, les temps forts que nous avons eus, et je voulais lui rendre un hommage lorsque j'ai appris qu'il était décédé. J'ai appris la nouvelle en étant hors du pays. Et j'avais juste voulu lui rendre un vibrant hommage. C'est comme un décorateur qui peut dire, ou un décorateur qui peut faire des t-shirts. Il est touché par la disparition d'un parent, d'un ami. Il peut dire, bon, moi je vous offre des t-shirts. Il met des t-shirts. C'est comme lorsque des militants élaborent des banderoles. J'ai vu des banderoles là, donc notamment au niveau au niveau de l'Afrique, il y a maintenant des comportements qui sont collés aux funérailles. Il y en a qui impriment des t-shirts, il y en a qui mettent des palmes, il y en a qui déploient des banderoles, et il y en a qui offrent des fleurs. Moi, j'ai préféré exprimer mon affection à travers cet ouvrage. Pour de nombreux lecteurs qui auront à lire cet ouvrage, publié par vous, derniers mots, dernières images, est-ce que vous pouvez expliquer pour les téléspectateurs et ceux qui vont lire le livre? Derniers mots, dernières images, déjà le titre. Dernier mot, ça a un sens ambivalent, un double sens. Ça peut être interprété comme les derniers mots prononcés par Jean-Pierre Tchister-Tchikaya ou les derniers mots que j'ai écoutés, que nous nous sommes échangés avec Jean-Pierre Tchister-Tchikaya. Comme ça peut être pris pour les derniers mots que moi j'ai à l'endroit de Jean-Pierre Tchister-Tchikaya. Et selon qu'on voit ça au sens tant formel qu'au matériel, il s'agit simplement d'expliquer les derniers sentiments que j'ai à l'endroit de Jean-Pierre Tchister-Tchikaya. Et les dernières images me font revivre dans ma mémoire ou dans mon imaginaire mental ce que je garde en dernier ressort de Jean-Pierre Tchister-Tchikaya. Ce n'est pas une image, ce n'est pas un film physique, comme ça, ce n'est pas une image physique, mais c'est une image mentale. Je dis, quelles sont les dernières images que j'ai de lui? Et c'est pour cette raison que nous avons intitulé ce livre « Derniers mots, dernières images ». À la page 15 de votre livre, vous dites ceci, je cite, « Dans ce monde où les morts sont toujours beaux lors des obsèques, je tiens à détacher mon témoignage de la rhétorique habituelle où même les fabulateurs et les médisants d'hier deviennent des enfants de cœur, prêts à servir la messe du cadavre. » Et plus loin, vous refusez de faire
couler vos larmes, mais vous préférez plutôt faire couler l'encre de votre stylo. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça, c'est l'artiste qui parle. C'est l'artiste qui parle. On le sait, en Afrique, le deuil est un haut moment de consensus, un haut moment d'unité, un haut moment de rencontre, un haut moment de partage. C'est vrai. Mais il arrive que ceux qui prétendent profiter de ce moment de partage pour effectivement s'échanger, exprimer la compassion, il y en a qui le font avec beaucoup de conviction, comme il y en a qui le font sans conviction. Et il y a aussi le fait que ce que nous avons remarqué en Afrique, c'est que toutes les fois qu'il y a un mort, même ceux qui le maudissaient ont pour lui de pensées très, très profondes, ont pour lui de très bonnes pensées. Alors, dans ces circonstances, Anatole Collinet Makosso produit un ouvrage après la mort de Jean-Pierre Tchister Tchekaya pour rendre un hommage. Il faut déjà que je rappelle que je n'écris pas ce livre pour m'inscrire dans la logique de ceux qui pensent toujours que quand on est mort, on est beau. On ne cherche même plus à rappeler ce que la personne a comme défaut, on blanchit tout. Mais moi, je détache mon propos de cette rhétorique habituelle. Moi, je rends un hommage, je ne fais pas des louanges. Voilà, c'est une façon de fixer déjà le lecteur sur ce qu'est cet ouvrage. Qu'on ne pense pas que c'est comme sous les oraisons funèbres qui nous sont lues, où on rappelle tout ce que la personne a de bien. Et on tait ce qu'il a de mauvais, quand bien même on pense au fond de soi qu'il est mauvais, mais on n'ose pas le dire. Nous, on n'a pas voulu adhérer dans ce sens. Un peu plus loin, au niveau de la page 17, précisément au niveau du deuxième paragraphe, lorsque vous dites que l'histoire, je résume, l'histoire de Tchister se confondait avec l'histoire de son pays. Sur quoi fondez-vous votre argumentation? Oui, que l'histoire de Tchister se confondait avec l'histoire de son pays. Ça, c'est une vue personnelle. C'est une vue personnelle. Vous remarquerez le style employé. Nous lisons le paragraphe. Historien de formation et de carrière. Tchister a vécu sa vie politique avec passion, toujours présent dans le moindre épisode de l'histoire politique de notre pays. Vous prenez les gens de notre génération, ok? On a l'impression que à tous les rendez-vous politiques de l'histoire, Jean-Pierre Tchister Tchekaya est là. Pour ceux qui sont nés après l'indépendance, je prends mon propre cas, lorsque nous sommes encore peut-être même pas à l'école primaire, quand on lit l'histoire, on voit qu'en 68, il y a un changement de régime. Et l'histoire nous enseigne que courant 1968, voilà un Jean-Pierre Tchister Tchekaya qui a écrit Amassamba Débat. C'est donc un moment important de l'histoire du pays pour proposer, avec bien d'autres, Lopez, Satou et Lissouba, pour proposer qu'on mette entre parenthèses le socialisme scientifique pour ne parler que de démocratie nationale. C'est donc un haut moment. Et Tchister est au centre. Arrive le 31 décembre 1961, le 31 juillet 68, Marien Ngouabi arrive au pouvoir. On constate qu'en 71, Tchister entre au gouvernement. La toute première fois. La première fois. On arrive en 1973, état-major spécial révolution, ou bien encore un grand congrès du Parti congolais du travail. Tchister est au comité central du Parti congolais du travail. À tous les rendez-vous de l'histoire à ce moment. En 1975, c'est pareil. Même le numéro 2 du comité central du Parti numéro 2 du comité central du Parti congolais du travail, numéro 2 de l'état-major spécial révolutionnaire. Sans vous interrompre, est-ce que c'est ces différentes étapes-là qui vous ont poussé à le surnommer le Ngumba politique? Le Ngumba politique, c'est une expression que j'emprunte de mes condisciples du lycée pédagogique, lycée Karl Marx. En fait, je crois que c'était la promotion de 1984-1986. Nous étions en section pédagogique et à un cours de philosophie, il y avait une citation. L'homme, c'est d'Aristote, l'homme est un animal politique.
Et nous avons pris cette phrase pour coller ça à tous les accros de la politique. On me la connaît même parce qu'au niveau de l'UGC, à l'époque, en étant élève, nous étions très engagés dans l'action politique à l'UGC. Et les condisciples nous connaissent ça. C'était juste une façon de dire que, c'est-à-dire ceux qui sont amoureux de la politique, les accros de la politique, étaient des animaux politiques. Et au lieu d'utiliser le mot animal, on a utilisé Ngumba, du congolais, le mot congolais Ngumba qui signifie porc-épic. Mais ça n'a rien à voir avec l'homme, c'est juste une expression. Et en voyant un Tzister très engagé dans la politique, depuis sa vie estudiantine, parce qu'il a été président de l'AEC, et quand il arrive au Congo, le chemin qu'il fait de la politique, on le prend effectivement pour un accro de la politique. C'est des gens qui ont fait presque de la politique une carrière. Et c'est pour ça que j'emprunte cette expression de mes condisciples de lycée pédagogique Karl Marx pour remettre ça dans un ouvrage et attribuer ça à Jean-Pierre Tzister Tshikaya. Toujours dans votre livre, vous avez parlé de Tzister l'élève, le militant et Tzister le mari. Comment arrivez-vous à distinguer ces trois Tzister? C'est que en peu de temps de ce concept de la vie de Tzister Tshikaya, en peu de temps, il a concilié engagement politique, engagement militant, études et vie conjugale et mariage. C'est ce qu'on a voulu faire ressortir, puisque nous disons, il arrive en France en novembre 1958, après son baccalauréat ici en 1957, et en 1961, il est passé dans les grandes écoles françaises, à l'école normale supérieure de Saint-Cloud, il est passé à la Sorbonne, et dans l'entretemps, il est à la fois secrétaire général de l'AEC, puisqu'il en est devenu président vers 64-65, président de l'AEC. Il s'est marié en 1961 et il est diplômé de l'école normale supérieure. Voilà. Et il était même déjà inscrit en thèse de doctorat. Donc on a combiné tout ça pour voir le modèle de quelqu'un qui mène tout de pair ou de front. Engagement politique, engagement militant, engagement scolaire ou estudiantin, engagement conjugal. Et c'est pourquoi nous avons dit, intitulé cette partie de notre livre, Tzister l'élève, le militant et le marié. Dans le chapitre, s'il faut l'appeler ainsi, homme de paix dans une ville de paix et conduisant un peuple de paix, vous dites ceci, vous avez écrit un recueil de poèmes sur Tzister. Vous avez cherché à le rencontrer. Et quand il vous rencontre, malheureusement, le projet n'avait pas abouti. En 1989, lorsque vous le croisez, vous étiez plus proche de lui. Pourquoi il n'y a pas eu concrétisation? Est-ce que le recueil de poèmes n'avait pas plu à Tzister ou encore il y avait juste un problème d'emploi du temps? En 1989, 99. Non, je n'ai pas relancé. Non, la première fois que je... Lorsqu'il revient au pays, en 99. Non, mais ça, c'est après, quand il revient au pays. Oui. Non, après, à ce moment, on avait déjà passé un bon bout ensemble. Oui. Parce que quand je le découvre en 89, oui, je suis moi-même aussi étudiant. C'est par admiration pour l'homme, par... vous avez des inspirations de jeunesse, hein, des inspirations juvéniles. Je prenais la peine de faire quelques poèmes et j'en ai proposé, j'en ai élaboré pour Tzister. Je les lui présente parce qu'à ce moment, je n'avais pas les moyens pour l'édition d'un ouvrage, poème. Et je les lui soumets, ainsi de suite, on fait connaissance. Et à ce moment, bon, le projet n'a pas été concrétisé parce que j'avais besoin de lui pour m'aider à les éditer, donc à publier mon ouvrage de poèmes, mon recueil de poèmes. Lui-même aussi devrait avoir peut-être des problèmes d'argent. À l'époque, l'édition était difficile. On ne pouvait pas éditer n'importe comment. On n'avait pas les circuits que nous avons aujourd'hui avec l'Harmattan, par exemple. Donc, je n'ai pas été parrainé dans ce sens. Et puis, depuis là, on ne s'est plus revu jusqu'à ce qu'on a repris le contact à partir de 1991-1992 avec la création de son parti. Et à ce moment, je n'ai plus eu l'intérêt, je n'ai plus vu l'intérêt de lui demander de m'accompagner dans mon projet d'édition. Est-ce que vous avez gardé ces poèmes intacts jusqu'à ce jour? Oui, il y a beaucoup d'écrits comme ça que j'avais dans ma jeunesse, hein, quand
quand j'étais encore élève étudiant, mais que je n'ai pas encore réactualisé. Ne pensez-vous pas qu'il faille les publier, maintenant qu'il est déjà mort, pour accompagner un peu la suite de cet hommage rendu à l'homme? Je verrai bien. La preuve, dans cet ouvrage, j'ai repris à la toute dernière page, peut-être pas un des textes que j'avais élaboré à l'époque pour lui, hein, parce que vous le lirez d'ailleurs dans mon premier livre Droit de regard, où je dis que parmi ce poème, il y avait même un texte qui décomposait son nom. Hein, j'ai pris son nom pour sigle et j'ai donné une interprétation à chaque nom que j'ai repris ici. Peut-être qu'au fur et à mesure, je pourrais revoir un certain nombre de textes qui peuvent toujours coller à l'actualité. Je sélectionne parmi les écrits que je peux avoir, quel est l'écrit que je peux publier et quel est l'écrit que je ne peux pas publier. Homme de paix, mais difficile. Parfois, il devenait un peu insupportable. Comment l'avez-vous côtoyé? Comment pouvez-vous expliquer un peu ce caractère complexe de l'homme? Oui. Écrit à la page 34 du livre. Il a été assez énigmatique. Tu sais, au point où il était difficile vraiment de le cerner. Au point aussi où, voyez-vous, c'est très difficile d'apprécier Tister Tikaya. Ceux qui l'aiment à outrance. Et à la rigueur, ils sont même un peu plus fanatiques. Hein, ils sont tellement fanatiques qu'ils peuvent apparaître comme des intégristes. Ceux qui ne l'aiment pas le détestent à outrance. Au point où ils peuvent en être même ils peuvent développer une autre forme d'intégrisme aussi et être des détracteurs à vie. Sans savoir que dans un homme, il y a le côté positif, il y a le côté négatif. Ça, c'est dans tout homme, dans toute espèce humaine. Il y a des aspects positifs et des aspects négatifs. Il faut pénétrer l'homme pour savoir exploiter les aspects positifs et subir les aspects négatifs. Ça, c'est un fait. Un second fait tient au fait que, permettez-moi la répétition, que Tister est un homme de centre. Et comme tous les hommes de centre, ils sont difficiles à cerner. Nous appartenons à un monde où il faut toujours choisir son camp. Où vous êtes de gauche, ou vous êtes de droite. Où vous êtes pour un tel, ou vous êtes contre lui. Tous ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous. Et Tister, dans sa façon de faire, recherchait le juste milieu. Et quand il recherche le juste milieu, il s'attire l'animosité ou le rejet des deux côtés. Parce qu'on prend ce genre de personnes pour des équilibristes. Ça arrive souvent à toutes les personnes qui essaient de relativiser les problèmes et qui essaient de rechercher le consensus. Parce que chaque camp veut se l'approprier. Chaque camp veut savoir qu'il me soutient moi. Mais quand tu dis non, ce que vous dites là, c'est bien, mais je préfère que vous teniez aussi compte de ceci, de cela, ce qu'on vous attribue automatiquement à l'autre côté. Dire non, si vous me dites ça, ça veut dire que vous soutenez plutôt l'autre côté. Et c'est pourquoi les positions de Tister apparaissaient comme des positions très ambiguës. Et pour nous qui l'avons côtoyé, à partir du moment où il ne marchait pas souvent avec ce que nous on proposait, on se disait qu'il n'est pas... Il y a même un exemple concret à la page 30, lorsque vous lui avez fait le reproche de mettre en difficulté ceux qui l'ont aidé à rentrer au pays, et sa réponse était sans appel. On peut être dans une alliance et ne pas partager les mêmes points de vue avec ses alliés. Alors, quelle a été un peu votre attitude par rapport à cette phrase sévère de Tister? Ce que moi, personnellement, je reprochais à Tister, en cette période-là, lorsque rentré au pays après l'exil, ayant été bien accueilli par le président de la République, qui s'est même engagé à en faire un président de l'Assemblée nationale, alors que Tister n'avait pas le nombre de députés requis pour être président de l'Assemblée, mais par le jeu des alliances, le président de la République, président du Parti congolais du travail, a organisé les choses de telle sorte que Tister fut élu et président de l'Assemblée. Donc il est membre d'une alliance qui dirige, une alliance au pouvoir. Et quand il sort de ce contexte pour aller prêcher un discours contraire au discours de l'alliance présidentielle, de l'alliance du pouvoir, ça devenait assez dérangeant.
pour que ce qu'il dit fût vrai, il eût fallu que ce fût dit à l'intérieur de l'Alliance. Est-ce qu'on se fait comprendre? Oui, oui. Pour que ce qu'il nous dit dans ce livre soit bien considéré, il fallut que ce fût dit à l'intérieur de l'Alliance. Mais à partir du moment où il sortait, pour aller le dire hors de l'Alliance, pour porter les vestes de l'opposition, je dis non, là il y avait problème. Ce n'était pas normal. Et que ça mettait, effectivement, ça mettait en difficulté les gens qui l'avaient aidé à entrer d'exil. Et je peux dire, parmi ces gens, il y avait l'épouse du chef de l'État, la première dame, dont je suis le collaborateur, c'est un fait. Mais imaginez un seul instant que la première dame qui s'était engagée à faire venir, à faire entrer Tister, contre la volonté de certains acteurs politiques, parce qu'on savait effectivement que il a été maire sous l'ancien régime. Voilà, il a été maire sous l'ancien régime. Il avait des positions que l'on prenait pour des positions mitigées. Le retour de Tister ne nous garantissait pas une bonne collaboration. Mais Madame la Présidente s'est engagée à faire en sorte que Tister vienne et qu'il soit accepté par les mêmes acteurs politiques. Alors, quand quelque temps après, un Tister Tikaya s'illustre par des comportements qui dérangent l'alliance au pouvoir, la première personne à être en difficulté là, c'était la présidente. Comment comprendre un peu la lutte pour un combat inachevé dont vous faites allusion à la page numéro 31 et le dernier séjour de Tister dans son pays natal? C'est dans sa lutte pour un combat inachevé, oui. J'ai repris un peu une expression que lui-même Tister avait utilisée dans sa vie politique quand il disait que je suis seul dans ma lutte. Je ne sais pas dans quel contexte il avait utilisé, où il s'était senti seul dans cette lutte. À l'époque, nous n'étions encore que des enfants, d'autant plus que lui-même ne l'a pas explicité. Mais je m'en tiens à cette phrase parce qu'elle a été prononcée lors de son procès en justice. On relisait, je crois, une lettre qu'il avait adressée par le passé à un de ses camarades. Alors, mais moi, je prends ça ici dans un autre cadre. Il dit, il est seul dans sa lutte parce que pour avoir été plusieurs fois incompris dans son combat pour la démocratie, dans son combat pour la décentralisation, dans son combat peut-être pour le progrès social, il avait l'impression de ne pas être suffisamment compris. Alors, et je conclus, je dis, sans doute ce combat est inachevé. Il a déjà été seul dans sa lutte, puisqu'il nous quitte. Pendant qu'il était encore en train de mener ce combat, les derniers moments avant qu'il ne soit totalement affaibli, on a vu Jean-Pierre Tisserand. Puisqu'il nous quitte les derniers moments, avant d'avoir achevé, avant d'avoir achevé ce combat, au dernier moment, il reprenait les mêmes discours. Ça veut dire que le combat n'est pas achevé. Alors, je dis, il est seul dans sa lutte pour un combat inachevé. Ça veut dire que l'œuvre de Tister mérite d'être poursuivie. L'œuvre pour plus de démocratie, et son frère et ami Denis Sassou Nguesso poursuit. Il faut qu'il sache donc que, et toutes les forces démocratiques, qu'ils sachent que le combat pour plus de démocratie, plus de liberté, n'est pas encore achevé. Nous le continuons. Donc son dernier séjour dans le Kwilu natal était une manière de dire au revoir au terroir. C'est comme ça que j'ai interprété cela. C'est comme ça que j'ai interprété ça, et je le dis dans le livre, que c'est quand même rare, et ça n'arrive pas souvent, que quelqu'un qui est en France pour des soins intensifs décide d'arrêter ses soins pour revenir au pays, alors qu'il était affaibli. Je peux dire que, mon avis ne compte pas, mais ayant intercepté cela, j'avais donné un avis contraire à ce voyage de Tister sur le Congo, alors qu'il était en plein soins intensifs en France. Mais je crois que c'est à son retour, c'est après sa mort, à sa mort que j'ai compris le sens de ce déplacement qu'il avait effectué au Congo. Les gens l'ont vu, il est arrivé ici tout affaibli. Et c'est rare de voir une personne, comme je le disais, qui est en train de prendre des soins en France, venir dans un état presque à l'agonie, passer une semaine et repartir dans les conditions dans lesquelles est reparti Tister. Mais c'est parce que, comme je l'ai dit dans mon livre, attaché à sa patrie, à son pays, et de façon plus particulière
à sa base, à ses militants, à ces jeunes de Vunvu qui l'ont tout le temps soutenu, il ne souhaitait peut-être pas mourir sans les revoir. C'est d'autant plus que ça fait une année ou plus d'une année qu'il ne les avait plus revus. Il est venu, il a donné l'occasion à ces jeunes de le visiter, à ces militants de lui rendre visite sur son lit de malade. Les gens allaient le voir dans sa chambre à coucher. Ces militants, les dirigeants de son parti, les cadres de ce pays. J'ai vu par exemple le ministre Moulou être allé rendre visite à Jean-Pierre Tchister-Tchikaya sur son lit de malade dans sa chambre à coucher. J'ai vu beaucoup de cadres, même ceux qui s'opposaient à lui, être à ce niveau, aller lui rendre visite. Lorsque vous sortez de l'université, Tchister fait de vous directeur de cabinet du préfet Djupelou. Et jusqu'à sa mort, vous êtes le premier, sinon l'un des premiers, à rendre un hommage mérité à l'homme grâce aux écrits. Un point de détail, c'est un point important dans ma vie, mais c'est quand même un point de détail. C'est pas simplement le fait qu'il ait fait de moi, à l'époque, qu'il fit de moi directeur de cabinet, qui m'oblige à être collé à lui. Mais c'est tout un ensemble, c'est un package. C'est les moments, les temps que nous avons passés ensemble. Au-delà de ça, mais cela dit, ça ne s'oublie pas. Lorsqu'une personne vous a porté par la main, vous a placé à un niveau, quand vous-même êtes conscient que là où je suis, beaucoup d'autres personnes auraient pu être, qui le méritent mieux que moi, auraient pu être. Mais cette personne a tenu à ce que je sois là. Il faut que je lui rende ce témoignage, il faut que je sois reconnaissant tout le temps. Et c'est d'ailleurs ce que je lui disais. Je lui demandais d'être toujours reconnaissant à l'endroit du président de la République, qui a refait de lui président de l'Assemblée, alors qu'il n'avait pas le nombre de députés qu'il faut, il ne pouvait même pas constituer un groupe parlementaire. Bon, quelle différence faites-vous entre Tchister et l'effet Tchister, puisque vous en parlez dans votre livre? Oui, que même si on n'a pas bénéficié de Tchister, mais on peut avoir bénéficié de l'effet Tchister. Oui, je prends un exemple à l'intérieur d'un parti. Ok, pour ceux qui sont au RDPS, on peut prendre un cadre du RDPS, lui confier une responsabilité. Parce que, pas parce qu'il peut être compétent, il a des diplômes, mais on lui confie cette responsabilité, pas parce qu'il a des diplômes, mais on lui confie cette responsabilité parce qu'il est membre du RDPS. On le prend du quota du RDPS. Même s'il croit n'avoir pas bénéficié directement de Tchister-Tchikaya, mais il a bénéficié de l'effet Tchister, qui est président de ce parti. Voyez-vous, on peut aussi prendre bien d'autres cadres. Tchister est en train de mener une politique qui peut nuire à nos intérêts. Mais que faire pour contrer cette politique de Tchister? On peut y lever un autre cadre. Il faut que ce cadre sache qu'il n'a pas bénéficié de Tchister, mais il a bénéficié de l'effet Tchister. Si Tchister n'était pas nuisible, on a eu sous Lissouba par exemple, sous le mandat du président Lissouba, des cadres qui étaient pêchés à la ligne, simplement parce qu'il fallait réduire l'influence de Tchister. Mine de rien, ces cadres ont bénéficié de l'effet Tchister. Voilà, c'est un peu pourquoi je dis qu'il y a une différence à faire entre avoir bénéficié de Tchister et avoir bénéficié de l'effet Tchister. Monsieur le Diakab, le temps nous est imparti. Quelles sont les leçons, sinon les enseignements qu'on peut tirer de Tchister? Qu'est-ce qu'il a laissé comme enseignement? Bon, les historiens reprendront l'histoire de Tchister. On a suivi des témoignages poignants au Palais du Parlement. Il y a des gens qui parleront de Tchister mieux que nous. Nous, on n'a eu qu'une inspiration spontanée et nous ne pouvons pas prétendre mieux connaître l'homme que les autres. Nous avons partagé un petit bon moment ensemble. Mais ce que je retiens de Tchister, c'est son engagement politique et le courage de ses idées. Son combat pour la démocratie. On sent bien qu'il n'est pas nouveau. Comme je le dis, si déjà en 1968, il coécrit avec les autres, au président Massamba Débat, pour rechercher, pour parler de démocratie nationale, ça veut dire que la lutte de ce personnage pour la démocratie était pour lui une conviction, c'est une haute lutte qu'il a engagée depuis. Et nous l'avons vu poursuivre cette lutte en 90. Nous l'avons vu poursuivre cette lutte même à l'Assemblée.
faire en sorte, comme il le disait dans ses discours, que l'Assemblée soit un lieu de démocratie, que nous avons intérêt à tout faire pour instaurer un système démocratique véritable dans notre pays. Donc on peut devoir à Tister la démocratie que nous avons obtenue, qui vous permet à vous les journalistes de vous exprimer aujourd'hui. On peut devoir ça à Tister, au président Sassou, à bien d'autres, et donc lui il est un des grands pionniers de cette démocratie au même titre que tous les autres. On peut aussi devoir à Tister le sens de l'humilité. J'avoue que il nous vient de nous montrer, et comme je l'ai dit, c'est comme si j'ai lu dans son retour au pays dans l'entretemps comme une leçon d'humilité qu'il venait de donner à tout le monde, parce qu'on a vu dans quelles conditions il est descendu à l'aéroport de Pointe-Noire et dans quelles conditions il est reparti. Imaginez cet aéroport qui reçoit nos dirigeants avec des cérémonies riches en couleurs. Généralement, quand Tister venait ici, il est applaudi, il est accueilli, il y a des corps constitués qui l'accueillent en tant que président de l'Assemblée, ainsi de suite. Mais dans ce même aéroport, sur le tarmac, Tister est presque couché, en train de prendre l'avion. C'était pour rappeler que pour grand que soit le roi, pour grand que soient les rois, ils ne sont que ce que nous sommes. En fait, nous ne sommes rien. Il s'est offert en sacrifice, il s'est offert en exemple pour que tout le monde voit, oh voilà ce que Tister. C'est une leçon d'humilité. C'est une leçon d'humilité. Merci monsieur Anatole Kouliné-Makosso pour votre contribution à l'émission Sciences et Vie, et nous espérons vous retrouver très prochainement. Merci. Voilà, c'est par ce mot merci prononcé par l'auteur du livre Derniers mots et dernières images, en hommage rendu à Jean-Pierre Tister Tchikaya, que nous bouclons cet entretien consacré à un zoom sur cet ouvrage qui nous peint un peu l'homme, même si on n'a pas parlé de Tister en totalité, mais vous avez suivi un résumé. L'auteur a été clair et nous espérons relancer ce débat